Alors nous sommes Laurel et Hardy. Avoir la corpulence, moi je suis Hardy, c'est ça, Oliver. j'ai pas la moustache. Mais non, c'est vrai qu'on a entamé cette série de dialogues à l'invitation et à l'initiation de Liliane, que je remercie, et avec cette particularité d'être aussi consterné que vous sur ce qui se passe, hein, mais d'y trouver malgré tout beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité, et quand la réalité devient folle, c'est d'autant plus important de garder beaucoup d'humour. Et en fait, si tout cela était un film burlesque, ça serait hilarant. Le problème, c'est que ce n'est pas un film burlesque, hein, et que beaucoup de gens sont juste captifs d'une forme de délire, d'une espèce d'hypnose collective, mais à forte connotation psychopathologique. Mais évidemment qu'en tant qu'anthropologue, moi je ne suis qu'anthropologue, Philippe, il est en plus physicien, biologiste et psychanalyste, eh bien ça nous passionne et ça nous fascine, parce qu'au fond, nous vivons ce qu'on appelle techniquement une singularité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien eu de pareil dans l'histoire de l'humanité. Donc bien sûr, il y a eu des précédents, notamment en termes de dérives totalitaires, en termes de bouffées délirantes. Je veux dire, on n'est pas dans un espace complètement vierge, mais qui n'a jamais été configuré de cette manière. Et en particulier parce que ce qui nous est infligé déstructure et fait table rase d'un ensemble de fondamentaux anthropologiques. Et c'est là où c'est tellement particulier. Alors le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, il est un peu compliqué, je m'en excuse, mais ça serait réalité, hyper-réalité, science et religion. Rien que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, des philosophes et sociologues ont mis en lumière, depuis un certain temps déjà, vous savez que les bons penseurs dans leur domaine anticipent les réalités, ou en tout cas sont en prise directe avec. Michel Maffezoli parle d'un totalitarisme doux depuis une soixantaine d'années. Il a été doux pendant un certain temps, tout d'un coup il ne l'est plus. Mais toujours est-il qu'il l'a vu advenir dans une société que tout le monde considérait comme étant démocratique, post-68 arde et donc relativement festive. Mais il y avait déjà des fondements du totalitarisme qui étaient agissants, qui étaient en germination. Et donc à un moment donné, ça se précipite dans le champ collectif. Et un ensemble de penseurs ont proposé ce concept d'hyper-réalité, c'est-à-dire une fiction de réel qui devient tellement prégnante dans l'imaginaire collectif que quelque part, le réel s'efface. Et il ne vous aura pas échappé que depuis 3 ans, nous avons vécu dans une hyper-réalité, dans laquelle il y avait un terrible virus tueur tel qu'on n'en avait pas vu depuis la grippe espagnole. Il s'avère aujourd'hui que sa létalité en dessous de 70 ans est de 0,09%, c'est-à-dire inférieure à la grippe banale qu'on connaît chaque année. Et donc, le réel, c'est qu'il y a eu un virus relativement anodin, sauf pour des personnes souffrant de facteurs de risque élevés, le très grand âge ou les comorbidités lourdes. Et donc, dans le réel, il n'y avait absolument pas de quoi nous faire surréagir et que nous avions toutes les ressources à disposition pour savoir comment apporter des réponses adéquates sur la base de connaissances en santé publique, dont les plus fondamentales sont que vous laissez la société vivre le plus normalement possible. Vous ne confinez surtout pas, c'est ce qui fait exploser les cas graves et la diffusion de l'épidémie. Donc je le rappelle, parce que le matraquage intellectuel a été tel que si vous discutez avec quelqu'un qui est dans la transe, il vous dira à la limite, ok, on a compris que le virus n'était pas aussi grave qu'on l'avait cru, heureusement, mais en attendant, confiner quand il y a un virus dangereux, c'est quand même ce qu'il faut faire. Eh bien non. On sait depuis les recherches d'Abi en Guinée-Bissau autour de la rougeole qu'une fois qu'un virus a circulé dans une population, si vous confinez, vous faites une multitude de micro-clusters hyper dangereux. C'est là où les gens s'infectent gravement. Et on a tous à l'esprit, vous savez, la terrible courbe épidémique brandie en Suisse par Didier Pittet, en France par Salomon et les autres, disant c'est ça qu'il faut éviter, on va confiner, ça va faire une taupinière. Manque de bol, on sait dans la littérature scientifique en santé publique que si vous confinez, vous faites une courbe comme ça, et que si vous ne confinez pas, vous faites une taupinière. La Suède n'a pas confiné, ils ont eu une taupinière, nous on a confiné, on a eu la courbe comme ça. Donc vous voyez, c'est ce renversement où ce qu'on fait croire est à l'encontre du réel et de ce qu'on connaît du réel. Et c'est ça que les sociologues, les philosophes décrivent par le terme de simulacre ou d'hyper-réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une fiction qui devient tellement crédible et tellement prégnante dans l'imaginaire et la mentalité collective que c'est ça que les gens ont à l'esprit
Et l'être humain est ainsi fait qu'il est ensemencé d'un ensemble de représentations que donne la culture, et c'est à partir de ça que nous vivons notre vie. Hein, vous savez peut-être, par exemple, que dans les cultures musulmanes, ils n'ont pas tellement l'habitude des chiens, qu'il y a des représentations très négatives, souvent envers les chiens d'infidèles, les chiens de ceci. Et donc, moi j'ai vu à Genève des princesses saoudiennes faire des bonds sur les trottoirs parce qu'elles croisaient quelqu'un qui se promenait avec un chien. Vous voyez, c'est cette prégnance qui vient de notre culture, qui ensemence et colonise notre esprit, et après nous ne rencontrons jamais le réel qu'en fonction de l'ensemble des présupposés que nous avons assimilés. Dans beaucoup de cultures, l'homosexualité sera encore considérée aujourd'hui comme une abomination, alors qu'aujourd'hui, chez nous, c'est le fait de considérer l'homosexualité comme une abomination qui est une abomination. Donc les cultures ont cet arbitraire fondamental de définir les choses de plein de manières originales, consensuelles, arbitraires, mais avec malgré tout, pour être viable, un certain ancrage et une certaine relation avec la réalité. Si tout d'un coup une culture décide qu'on peut tous sortir par la fenêtre au 3e, 4e, 5e étage, parce que la règle c'est qu'on flotte dans l'air, eh ben la société elle ne va pas durer longtemps. Donc il y a une part d'arbitraire dans l'imaginaire qu'on génère, mais il y a aussi une part de réalisme à avoir. Et ce qui est totalement singulier à l'époque que nous vivons, c'est que cet ancrage avec le réel est en train de complètement péter, non seulement par rapport à la question sanitaire, ça je crois qu'on est tous conscients, mais par rapport à un ensemble de repères fondamentaux anthropologiques, ne serait-ce que la différenciation des sexes, la différenciation des générations, le fait qu'il y a certaines choses qui sont favorables au devenir de la personne et d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, il y a eu toute une ingénierie sociale derrière, ce qui nous a été progressivement amené, c'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part. Il peut y avoir un aspect spontané dans les singularités, parce qu'il y a des espèces de débordements chaotiques, mais on voit qu'il y a quelque chose de très très organisé, et notamment, ça sera le point de départ sur lequel je lancerai Philippe, qui évidemment a des compétences épistémologiques hors pair, étant donné les différentes formations qu'il a dans le domaine de la science, cette manière dont la science, ou plutôt la pseudo-science, est devenue une religion, et donc dès lors que quelqu'un qui avait un statut de scientifique, whatever that means, énonçait une énormité, on n'allait quand même pas s'opposer à la science et tomber dans l'obscurantisme en essayant de rappeler des choses qui, au demeurant, étaient réelles. Et à ce que je sache, mais peut-être vas-tu me détromper, la science s'occupe du réel. Oui, merci. Oui, on voit qu'on inverse complètement les valeurs. Alors ça, c'est un des points d'analyse d'Hannah Arendt. Une société devient totalitaire quand elle inverse les valeurs. Donc on a vu des spécialistes, Perron, Raoult, qui étaient des infectiologues reconnus, qui avaient du métier, ce n'étaient pas des gens qui débutaient dans la profession, et ce qu'ils nous disaient était contredit par des experts de plateau. Et on voit bien, par exemple, il y a toujours eu de l'homosexualité dans une société, voilà, mais ce n'était pas la norme. Voilà, on commence à avoir des lois antinaturelles. Et donc le contrat social est complètement inversé, c'est-à-dire que dans le mouvement LGBTQ, ben on dit il n'y a plus de sexe. Donc c'est une notion importante, c'est d'aplanir, voire de supprimer les différences. Ça commence par les frontières. Ben, un pays, s'il a une frontière, c'est pas bien, il faut l'enlever. Donc on va vers une sorte de globalisme. Donc déployer, ça donne, il n'y a plus de frontières entre le masculin et le féminin. C'est un choix. On ne naît pas avec un sexe, on le devient. C'est un choix culturel. Et à ce moment-là, on est en train de faire exploser complètement, c'est ce qu'on disait avant de la rencontre, les fondamentaux des sociétés. Depuis que les hommes se sont organisés en société, il y a eu des polarités masculines et féminines, avec un degré de tolérance, hein. Je veux dire, ça dépend des sociétés, mais par exemple, dans certaines sociétés asiatiques, on tolère que des hommes se déguisent en femmes, entre guillemets, je le dis de façon provocante, hein, ou changent de sexe, mais c'était pas la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on essaye d'imposer une norme qui était autrefois exceptionnelle et tolérée pour en faire le référentiel. Ce qui fait que l'hétérosexuel devient l'hérétique
Et l'homosexuel devient la norme principale. Alors, autrefois, la science, elle essayait de mettre en principe des règles. Donc la science, alors ça dépend les auteurs, mais la première chose, c'est le critère de Karl Popper, la réfutabilité. Quand vous avez une théorie qui marche tout le temps, comme la magie, c'est pas une théorie scientifique. Ce qui fait que Karl Popper a été assez sévère sur la psychanalyse, voire même sur l'évolution, parce qu'on peut toujours dire c'est inconscient ou c'est l'évolution. Donc il dit, on pose un problème, il y a un critère de réfutabilité. Si vous dites par exemple l'eau chauffée passe à l'état de vapeur, c'est pas scientifique. Si vous dites à partir de 100 degrés l'eau passe à l'état de vapeur et vous tenez compte de la hauteur, vous avez la possibilité de dire quand on est à 100 degrés, ça passe à l'état de vapeur. Si on est à 50, ça passe pas à l'état de vapeur. Donc vous avez un critère de réfutabilité. Vous savez quand votre règle fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Là, tous ces repères ont complètement explosé. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, ça marchait tout le temps. Vacciner, c'était tout le temps gagnant. Si vous aviez le Covid, vous l'aviez moins fortement, ou vous étiez protégé. En tous les cas, on avait une espèce de vaccination universelle. Ça, c'est pas scientifique. Et donc, en discutant avec un certain nombre de collègues, ils perdent tous leurs repères. La science, elle s'est développée au 19e, elle a complètement explosé. Alors ça me fait penser, on parlait de science et religion, mais vous avez un excellent essai de Bertrand Russell, Science et religion, qui montre comment la science a dû batailler avec la religion. On se rappelle tous Galilée, son procès, et pourtant elle tourne. Donc la science devait combattre une religion qui était basée sur des dogmes. Alors pour la petite anecdote, Étienne Tempier, qui était instructeur du pape Jean XXI, avait établi en 1271 une liste de 219 hérésies, et parmi les hérésies, il y avait la notion de loi scientifique, puisque ça s'opposait à l'omnipotentialité. Donc on ne pouvait pas avoir une loi, puisque par définition, une loi, elle marche, dans certaines conditions, elle ne marche pas. Si on reprend la gravitation, si vous trébuchez, vous tombez, vous êtes soumis à la gravitation. Mais ça s'opposait à l'omnipotentialité de Dieu. Donc c'était embêtant pour la religion. Alors l'ironie, c'est que le pape Jean XXI est mort parce que le plafond de sa chambre s'est écroulé. Il est mort du fait de la gravitation qu'il avait voulu combattre. Il est mort scientifiquement. Il est mort, voilà. Voilà. Alors, autre chose, quand vous avez une pensée dogmatique, c'est un système fermé. Donc, il y a un autre scientifique qui s'appelle Irmé Lakatos, un mathématicien, qui a distingué l'heuristique négative et l'heuristique positive. Alors, l'heuristique négative, c'est le noyau dur sur lequel repose une science. Par exemple, en physique, la notion d'atome, qui a mis du temps à s'imposer, puisqu'elle va s'imposer avec Jean Perrin en 1908, c'est le fondement sur lequel repose la physique, que ce soit la physique du solide, la physique des liquides ou la physique des gaz, voire des plasmas dans les étoiles, des gaz ionisés. Vous retrouvez cette notion d'atome, soit ionisé, donc il a perdu des électrons, il a été chargé du fait de la perte des électrons. Mais ça, c'est l'heuristique négative, c'est vraiment le fondement sur lequel repose une science. Et l'heuristique positive, c'est toutes les modifications qui se font du fait que la science, la bonne science, est un système ouvert. Dans un système dogmatique, vous êtes complètement fermé. Tout devient une heuristique négative. Dès que vous allez toucher le dogme de la vaccination, le dogme qui fait de l'hydroxychloroquine quelque chose à combattre, c'est refusé, rejeté. Donc c'est plus du tout scientifique. Et donc progressivement, l'ironie du sort, c'est qu'on est passé d'un système scientifique à un système religieux. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est la mise en place d'une nouvelle religion qu'on va un petit peu dessiner. Alors, son agenda, c'est l'agenda green. Voilà. Donc, évidemment, le réchauffement climatique vient uniquement du gaz carbonique. On ne va pas rentrer sur la polémique, mais voilà, toute personne qui serait opposée à ça devient un hérétique. Vous devenez climato-sceptique. D'ailleurs, sur la fiche de Didier Raoul, c'était marqué climato-sceptique. Quand on met climato-sceptique, ça veut dire que vous êtes un scientifique pas recommandable. Parce que, oui, c'est comme si vous refusiez la notion d'atome. Ou la notion d'évolution.
Deuxièmement, ces dogmes, le mouvement LGBTQ, voilà, sa doxa, vous la connaissez, hein, le globalisme, l'uniformisation. Vous avez ces prêtres qui sont les grands fonctionnaires internationaux. Et vous avez également ces prophètes avec le Forum économique mondial, dont un grand prophète, Klaus Schwab. Donc ils ont une vision pour l'avenir. Et on a mis en place une nouvelle religion qui est ce qu'on pourrait appeler le culte de la mort, puisque le but c'est d'amener la souffrance. Et tout est fait pour amener l'Europe à culpabiliser sur son passé colonialiste, sur tout ce qui a pu être fait. On doit payer, et on doit payer dans la souffrance. Donc on assiste à la mise en place d'une nouvelle religion. Et si vous mettez en relation les différents domaines que je viens d'évoquer, ben ça fait partie de la nouvelle religion, avec des dogmes, comme les 10 commandements, la globalisation, tu ne combattras pas, la vaccination, tu ne combattras pas, l'agenda green, tu ne contrediras pas, etc., etc. Alors, on parlait, en France, on a eu un auteur qui s'appelle Jean Baudrillard, un sociologue, qui a parlé aussi de simulacre et simulation. On est devant une réalité virtuelle. D'ailleurs, le philosophe Karl Popper avait distingué 3 mondes. Le monde de la réalité physique, qu'on peut objectiver, mais il y a le monde de la conscience et le monde de la théorie. Le monde de la théorie est par définition très virtuel, puisque, effectivement, vous pouvez plaquer sur le monde des croyances et des théories. On a vu exactement ce qui s'est passé en ex-URSS avec un exemple célèbre, l'affaire Lysenko, où à l'époque, les généticiens russes étaient dans l'obligation de refuser la transmission innée des caractères. Il fallait que la génétique passe par la transmission acquise des caractères, puisque, effectivement, on devenait un homme nouveau. L'homo soviéticus, c'est quand on avait détruit la famille, au sens où on l'entendait, ben, il y avait un nouvel homme qui émergeait. Et on voit bien, on reviendra sur la notion de sacrifice, parce qu'il y a des sacrifices dans les nouvelles religions, c'est que c'est pas l'homo soviéticus qui est en train d'émerger, c'est l'homo transhumanicus, c'est le transhumain qui doit émerger, et avec une espèce de cyborg, où effectivement, bah, comme un programme informatique, on est soumis à un autre programme que le programme de la réalité objective, le premier monde qu'évoque Karl Popper. Alors, le singularitarianisme, avec ses grands prophètes, Ray Kurzweil, c'est qu'en 2050, on ne pourra plus se passer de l'ordinateur. L'homme aura fusionné avec l'ordinateur, c'est ce que nous dit notre batracien intergalactique Klaus Schwab. Voilà, grand prophète parmi les batraciens. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir une fusion entre l'homme physique, l'homme biologique et l'homme numérique. Et donc, vous devenez un code numérique. Et c'est ça la nouvelle religion, c'est-à-dire on cherche à créer un nouvel homme. Alors, avec des hommes qui auront, en fonction de leur degré de transformation, soit une durée sans limite, ça sera les dieux de la mythologie grecque ou égyptienne, soit vous aurez les demi-dieux qui auront un petit bricolage qui leur permettra de vivre 200 ans, puis les simples mortels, c'est ceux qui n'auront pas accès à ça. Et on retrouve la trilogie, les dieux, les demi-dieux et les simples mortels. Voilà. Merci. Alors, l'exemple de Lysenko, il est passionnant, parce que c'est exactement ce qui se passe avec le LGBTisme. C'est-à-dire que le fait d'être un homme ou une femme est un donné biologique, incontestable. Après qu'un homme se sente une identité féminine ou qu'une femme se sente une identité masculine ou une confusion, ça ne me pose aucun problème. Ça fait partie des réalités subjectives qu'on rencontre dans l'espèce humaine. Mais c'est subjectif. Or là, ce qui est extraordinaire, c'est que cette théorie essaye de nous faire croire que le fait d'être un homme ou une femme est un construit. C'est pas inné, c'est pas biologique, c'est le résultat d'une enculturation. Et c'est là où il y a cette substitution de simulacre qui évidemment est très intéressante, très choquante. Et j'aimerais resituer ce que Philippe vient de partager avec nous dans la perspective d'une anthropologie de la connaissance. Alors, rassurez-vous, ça va pas être si compliqué que ça et j'espère que ce sera plus intéressant que le titre n'en a l'air. Mais si on prend par exemple une psychologue dont je trouve la parole extrêmement précieuse par les temps qui courent, qui est Marie-Estelle Dupont, qui en France intervient beaucoup pour rappeler certains fondamentaux du psychisme, elle a un discours que je trouve d'autant plus pertinent qu'elle met toujours en boucle la psychologie et l'anthropologie.
C'est-à-dire que la compréhension de ce que c'est qu'être un être humain dans une société définit comment on va vivre son psychisme. Hein? Les hommes à la John Wayne du vilain patriarcat cisgenre des temps passés ne pouvaient pas pleurer ou être émus. Parce que pour un homme, ça ne se faisait pas. Et donc, cette représentation anthropologique, elle avait une prégnance psychique. C'est-à-dire que moi, je crois avoir vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie. C'était un homme très sensible. Mais il n'avait pas de licence ou de liberté à l'exprimer parce que la représentation était ainsi. Et donc, on voit comment les schémas anthropologiques, culturels, influent jusque dans la manière individuelle de vivre les choses dans notre vie psychique. Et au fond, on sait en anthropologie qu'il y a une boucle cybernétique entre qui nous sommes, plutôt la représentation que nous nous faisons de qui nous sommes, ce qu'on appellera l'ontologie, l'épistémologie, quelles sont les méthodes de connaissance du monde, et la gnoséologie, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on croit savoir. Et donc, chaque culture définit ce que c'est qu'un être humain, quelles sont les méthodes valides de savoir ou de connaître, et puis quelles sont les connaissances qui peuvent résulter de ça. Et ça, c'est particulièrement important parce que nous avons besoin, pour être des êtres humains avec une certaine densité, une certaine envergure, de comprendre la diversité des épistémologies. Il y a beaucoup de manières de connaître les choses. Moi, j'ai la chance de m'être formé en anthropologie dans le courant de l'anthropologie de l'imaginaire, hein, qui a revalorisé l'imaginaire comme manière de connaître le monde. Et ça a été une des déformations du cartésianisme, de dire il n'y a que la rationalité, la métrique et la méthode qui permettent de connaître, tout le reste c'est de l'imaginaire, et l'imaginaire est un fauteur de troubles de la connaissance. Il faut objectiver au maximum les choses. Et c'est vrai pour un ensemble de réalités. C'est clair que si vous faites de la physique ou de la science appliquée, vous n'allez pas commencer à mettre de l'imaginaire dans ce que vous faites, quoique. C'est toujours par l'imaginaire qu'on découvre, la rationalité ne peut rien découvrir. Hein, vous savez comment Einstein a raconté que c'était en faisant une sieste et en se voyant chevauchant un photon à travers l'univers qu'il a eu l'intuition de la théorie, et puis après la rationalité intervient pour vérifier. Donc en fait, il y a une complémentarité dans notre mode de connaissance entre l'imaginaire et la démarche rationnelle. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se laissent mettre en équation, en conceptualisation, et d'autres pas. Essayer de faire des statistiques sur le sentiment amoureux, c'est un peu casse-gueule. Lisez du Ronsard et du Shakespeare et des auteurs antiques, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de nourriture pour comprendre certaines réalités humaines. Et donc, moi, l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens qui sont dans l'univers académique, y compris en sociologie ou en anthropologie, c'est que pour moi, la science n'est qu'un volet de la connaissance. Nous avons beaucoup de manières de connaître le monde. La science est une méthodologie particulière avec ses avantages, ses inconvénients et ses limites, mais il y a tout le reste, toutes les autres manières de connaître. Et d'ailleurs, un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, qui a beaucoup étudié la modernité finissante et prédit en grande partie ce que nous sommes en train de vivre, opposait le rationalisme morbide, c'est-à-dire la démarche scientifique qui devient tellement obsédée de sa méthodologie qu'elle perd le sens de ce qu'elle observe et donc se permet des choses qu'elle ne devrait pas se permettre, par exemple sur des expérimentations animales ou sur des tests sur des populations. Dès lors que la seule chose qui importe, c'est de savoir ce qu'il en est, ben on peut, comme les médecins nazis, utiliser des êtres humains comme cobayes à l'extrême. Hein? Mais il faut bien se rendre compte que ce que j'évoque là et ce sur quoi nous serons tous d'accord que c'est monstrueux, ça habite l'esprit de la quasi-totalité des médecins d'une manière ou d'une autre. Pas au même degré, pas dans la même intensité, avec des garde-fous éthiques personnels et collectifs. Mais voyez ce que je veux dire. Le médecin qui part du principe que la vaccination est universellement bonne et que toute personne qui questionne même le dogme vaccinal est un obscurantiste ennemi de la science est déjà dans un état d'esprit qui est ouvert à tous les abus et à toutes les violences. Et donc ce rationalisme morbide, il importe de s'en détacher et de le contenir par la rationalité sensible. Bien sûr, c'est important d'être rationnel, mais en ne perdant pas cette sensibilité qui habite la capacité d'analyse. Et donc, c'est très important de réfléchir à qu'est-ce que nous tenons pour vrai et qu'est-ce qui nous permet de le tenir pour vrai? Qu'est-ce qui fait qu'on tient ça comme étant une connaissance authentique?
Alors, un de mes professeurs d'anthropologie à l'Université de Montréal, John Levitt, lui me rapportait le cas d'une peuplade de la côte nord-ouest américaine qui avait des suffixes dans le langage pour qu'on accole à une proposition pour dire d'où on le sait. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Je le sais parce que tout le monde le sait. Je le sais parce que je l'ai rêvé. Aujourd'hui, on pourrait dire je le sais parce que c'est à la télé. Je le sais parce que le consensus scientifique considère que c'est comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque chose qu'on croit en notre âme et consciente être vraie vient de quelque part, et comme Philippe l'a rappelé, par définition est réfutable. Et là, je rappelle qu'un penseur ou un scientifique authentique ne peut pas avoir de certitude. On peut avoir des convictions, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, quand je lâche un objet, il tombe par terre, sauf si c'est un ballon d'hélium que j'ai acheté à la foire. Mais on a su pendant longtemps que tous les signes étaient blancs. Parce qu'on n'avait jamais vu de signes noirs. Puis à un moment donné, on découvre qu'il y a des signes noirs, et donc ça conduit à réviser ce qu'on croit savoir. Et le propre de la science ou de la connaissance digne de ce nom, c'est qu'elle est dans cette ouverture à la remise en question. Pourquoi? Parce que de toute manière, je crois qu'on sait tous, si on n'est pas dans un vertige transhumaniste ou mégalomane, que notre esprit est juste beaucoup trop limité pour penser le réel. Donc on a des bribes de compréhension du réel. On comprend un certain nombre de choses par rapport au réel. Dans des domaines techniques, ça peut aller très très loin. Les ingénieurs qui construisent des ascenseurs sont suffisamment compétents dans leur domaine pour que je n'ai pas de surprise quand je monte dans l'ascenseur et que j'appuie sur le bouton. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans des systèmes finis. C'est la différence, par exemple, qu'il convient de faire entre la complication et la complexité. La complication, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'informations, mais elle est finie. Une fois que j'ai compris tout ce qui constitue un ascenseur et toute l'électronique qui la gère, il n'y a rien qui va échapper à cette complication. La complexité, qui est une des particularités du vivant, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui s'échappe. Donner un remède à un être humain, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça aura. Sauf peut-être de la strychnine à très haute dose, où là, a priori... Mais bon, qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui survivra. On raconte que Raspoutine, dans son assassinat, a survécu à des doses d'arsenic absolument majeures et des balles, etc. Mais vous voyez, la complexité, c'est ce qui ne se laisse pas modéliser, et donc on ne peut jamais prétendre ni pouvoir prédire complètement les choses, ni avoir épuisé la compréhension. Et c'est là où on est dans une époque extraordinairement intéressante, parce que, d'une part, on a saccagé la connaissance scientifique, ça il faut vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que les scientistes qui viennent sur les plateaux télé dire « la science a dit que, le consensus scientifique est que, comment osez-vous vous opposer à la science ?» n'ont plus rien à voir avec la science. Et d'ailleurs, de manière intéressante, un des hiatus à l'origine de ça est le fait, j'ai toujours une certaine gourmandise à le rappeler, que la médecine n'est pas une science. Ça n'est pas une science, c'est une pratique. C'est une pratique qui s'appuie sur un ensemble de sciences, mais qui n'est pas une science. Et précisément pour les raisons que je dis. Vous ne pouvez pas, en prescrivant un médicament, savoir où dans la courbe de Gauss, entre les gens à qui ça fera rien, les gens à qui il y aura un effet thérapeutique et ceux qui feront un choc anaphylactique et qui en mourront, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se passer avec le patient que vous recevez. Donc ça n'est pas une science. Les médecins ne sont pas des scientifiques. La thèse de doctorat de médecine, c'est un héritage du passé qui n'a rien à voir avec une thèse de doctorat dans aucune discipline scientifique. Et donc, quand on voit des gens se présenter sur les plateaux en disant « nous sommes les scientifiques qui disons que », on est dans une imposture absolument radicale. Et ça, évidemment que ce simulacre, donc cette désorganisation de la juste compréhension des choses et du juste axe des choses, ça permet après de nier toutes les réalités et de faire passer tous les mensonges pour des réalités. Donc vous avez vu, par exemple, la manière dont tous les traitements précoces ont été démolis. Du point de vue scientifique, c'est scandaleux. Quand vous regardez la somme d'analyses dont on dispose aujourd'hui montrant l'efficacité des traitements précoces, il n'y a aucun remède dans la pharmacopée qui ait autant de preuves de démonstration de son efficacité pour le baquer. Mais il suffit que des professeurs d'université payés par les labos disent « non, ça on ne veut pas le savoir, ça, on a décidé, on a décrété que ça n'était pas scientifique », pour que du coup le consensus scientifique ait décidé qu'il en était ainsi. Non mais il faut vraiment mesurer ce dont il s'agit. C'est comme si un cortège de physiciens n'ayant jamais fait de doctorat en physique venait dire « c'est nous qu'on est les physiciens » et on a décidé que la gravitation en fait c'est pas scientifique.
et que ces scientifiques, c'est n'importe quel berlu qui leur viendrait à l'esprit. C'est vraiment ce dans quoi on est. C'est surréaliste. Et donc après, avec des situations, on l'a vu ici, où l'hôpital Riviera-Chablais, par exemple, a prescrit des traitements précoces, à satisfaction des patients, à satisfaction des soignants, et vous avez un ponte du CHUV, donc du centre hospitalier vaudois, qui a été parachuté pour dire « Non, non, mais vous êtes bien gentils, vous n'avez pas compris, c'est pas comme ça qu'on fait la science aujourd'hui. » Non, mais il faut mesurer le degré de dérive dans lequel on est. Et donc, pour moi, cette déstructuration, alors oui, il y a une partie qui est délirante, hein, on voit ça effectivement, dès que le totalitarisme s'empare de la science, comme l'exemple qu'a rappelé Philippe, c'est à risque de se produire, mais j'ai en ce qui me concerne un soupçon qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça fait partie d'une nouvelle forme d'ingénierie sociale qui a pour finalité de fracasser toute l'axiologie, tous les repères qu'on peut avoir dans le monde. Alors je donne un dernier exemple, puis après je repasse évidemment la parole à Philippe, qui est un grand expert de ces questions, mais reprenons par exemple le scandale du Lancet Gate. Hein, tout le monde s'en souvient. Donc tout d'un coup, un des remèdes les plus prescrits au monde, un des remèdes avec le profil de sécurité le plus élevé au monde, hein, je vous rappelle, vous prenez une boîte de Plaquenil et vous la avalez, il ne se passe rien. Vous prenez une boîte de Dafalgan, vous mourrez. Quand même juste resituer un peu les choses. Tout d'un coup, le Lancet publie un article révolutionnaire et scandaleux qui dit 10% des gens qui reçoivent en prescription d'hydroxychloroquine en meurent. C'est l'équivalent, 10% des gens à qui vous donnez de l'aspirine en meurent. On l'aurait quand même observé, si c'était le cas. Et ce truc-là est publié dans soi-disant la plus prestigieuse revue scientifique au monde, avec tout un processus de peer reviewing, vous avez des experts de niveau mondial qui se penchent sur la bienfacture des études, qui épluchent les données, qui regardent ce dont il est question. Et donc le Lancet publie ce machin, la veille de l'Ascension. Alors, peut-être est-ce paranoïaque de ma part, mais il faut savoir que quand des politiques veulent publier un truc qui fasse le moins de vagues ou qui ne suscite pas une réaction immédiate, ils le font dans ces cas-là parce que tous les rédacteurs en chef et les journalistes expérimentés sont en pont, et donc avant le lundi, vous n'aurez pas de réaction à la presse. Bon, et toujours est-il, ce machin sort, on se penche dessus, moi-même en quelques dizaines de minutes, je vois que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans les données à l'appui des conclusions, et aujourd'hui il faut savoir que dans la littérature scientifique, souvent les conclusions contredisent les données. Donc l'article il montre qu'un remède ne marche pas, mais l'abstract c'est remède miracle, il marche à tous les coups, il est sûr et efficace, ou l'inverse. Donc si vous êtes un tant soit peu consciencieux comme chercheur, vous allez voir les données. Et là qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est compilation de données de big data sur 90 000 personnes sur les 5 continents et que partout il y a les mêmes profils de risque et les mêmes groupes de population. Le même nombre d'obèses aux États-Unis qu'au Japon, le même nombre de fumeurs en Afrique qu'au Groenland, et c'est juste pas possible humainement. Donc là déjà vous dites oh là là, la conclusion elle est absurde. Si l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens qui en prennent, ça serait vu depuis longtemps. Les cohortes marchent pas. Donc voilà, il y a juste Monstre Bug, vous vous renseignez, c'est publié par une boîte dont une des directrices est une ancienne star du porno et le directeur n'a jamais fait de recherche. Et c'est co-signé par un professeur de médecine de Harvard, un professeur de médecine de Zurich et un troisième lampion. Bon. Moi, à ce moment-là, naïf comme j'étais, je me dis, bah, le Lancet s'est mis dans de sales draps. J'ai publié une daube pareille, et puis j'étais content. Je me suis dit, ça va montrer la réalité de la manipulation sur l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça a fait ça? Non. Et là, ça devient intéressant, parce qu'en toute bonne logique, les pharmas et les crapuleux, truqués de la recherche, ils savent faire ça comme Mozart savait jouer du piano, du clavecin. Donc, pour eux, ça aurait été un jeu d'enfant de faire une étude bien truquée, qui n'aurait pas été démasqué en quelques jours. Hein? Et en toute bonne logique, je ne peux pas croire que ces gens soient bêtes au point de sortir une escroquerie totale qui leur éclate à la figure en 3 jours. Donc, c'est quoi ce truc qu'on a vécu? Et là, il y a une autre compréhension qui émerge, c'est qu'en fait, c'était une bombe à fragmentation. Parce que quand le faux
repéré et démasqué comme du faux continue d'avoir le même effet que le vrai, à ce moment-là, vous voyez, même en l'énonçant, il y a un truc qui se scinde dans notre psychisme. Ça devient tellement contradictoire, c'est de l'ordre de la double contrainte, hein, c'est que ça devient impensable, et donc c'est encore plus redoutable que d'avoir publié une truanderie. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un moment très fondateur de ce qu'on a vécu, qui est juste un dynamitage des repères qui sont ceux sur lesquels on peut s'appuyer pour créer un acte de résistance. C'est-à-dire que si, ayant bien étudié l'étude du Lancet, très bien truquée, j'arrive à dire non, non, mais le truc auquel vous avez tous cru, en fait, c'est un faux. Alors par exemple, les études Pfizer sont de cet ordre. Toutes les études Pfizer sont truquées. On l'a montré avec Alexandra Orion-Caude et un chercheur de réputation mondiale roman. On voit comment et où c'est truqué. Je veux dire, n'importe quelle personne honnête qui comprend la méthodologie, qui se penche sur cette étude, ne peut que dire « mais oui, vous avez raison, on voit les falsifications ». D'accord ? Mais là, il y a une possibilité d'opposition. Par contre, à partir du moment où tout le monde a reconnu que c'était un faux, mais que personne ne s'est posé la question de savoir comment ça avait été possible, personne n'a été voir le professeur d'université de Zurich en disant « mais comment est-ce que vous avez pu signer une merde pareille ?» Que l'université lui a pas dit « mais attendez, vous avez participé à quoi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et puis que Véran a interdit l'hydroxychloroquine au motif de cette étude, et que même quand on a montré que c'était une escroquerie, il n'est pas revenu en arrière. Là, il y a quelque chose qui a dynamité les repères. On n'est pas de l'ordre de la contestation entre le faux et le vrai. Vous voyez, on est dans une dimension supplémentaire, et donc on voit tous que nos sociétés sont en sidération aujourd'hui. Alors actuellement, les Français montent aux barricades, il y a quand même un vieil atavisme contre le régime des retraites. Ils sont bien gentils, mais ça fait un moment qu'ils auraient pu monter aux barricades pour des choses autrement plus graves et qu'ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu cette sidération et ce saisissement. Et là, je vois qu'il y a effectivement une dévastation à l'œuvre dans le champ cognitif collectif, mais qui va très loin, étant donné qu'il y a ce lien entre l'épistémologie, la muséologie et l'ontologie. À partir du moment où je crois que l'hydroxychloroquine on a démontré que ça ne marchait pas et qu'en plus c'est probablement dangereux, ça veut dire que je ne suis plus la même personne. Vous voyez, ça va toucher jusqu'à mon identité. Est-ce que vous avez eu ce sentiment au cours des mois passés de ne pas reconnaître certaines personnes? Mais c'est pas la personne que je connais. Donc je crois qu'on est vraiment au cœur de cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? C'est comme ça qu'on a fabriqué ce qu'on appelle des MK Ultra. On les mettait dans des caissons d'isolation sensorielle. On leur mettait des gants pour qu'il n'y ait aucun contact. Juste, c'est des études de la CIA sur les manipulations mentales de l'être humain, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais. Voilà, et donc c'est un psychiatre qui s'appelait Cameron, qui a travaillé avec la CIA, et on s'est rendu compte que quand on met les gens dans de telles conditions, caissons d'isolation sensorielle, et puis impossibilité d'avoir un contact sensuel, et ben les gens perdent le sens de leur propre identité, et il n'y a plus de repères temporels. Ils sont décalés à la fois en termes d'identité et dans le temps. Et c'est exactement ce qu'on a fait, puisque en gros, ça fait des années que les conseillers politiques, je pense en particulier à Lionel Soli, qui a été le consultant en matière de communication de Nicolas Sarkozy, disaient « La vérité ne compte pas, c'est le rapport à la vérité qui est le plus important. » Donc on décide ce qui est vrai ou faux. Or, on est tous ici issus d'une culture où il y avait pour le vrai des faits, des preuves, et le faux, justement, se positionnait par rapport à ce qui n'était pas corroboré. C'est toujours comme ça qu'on a procédé. On a développé en médecine la méthode hypothético-déductive. On fait une hypothèse qui est issue de l'observation, elle est vérifiée, elle est reproductible, et ça s'est toujours passé comme ça. Or là, il n'y a plus de... Le vrai, c'est... Tu penses que l'hydroxychloroquine, c'est bon, l'autre pense que c'est pas bon, on a tous les deux raison. Il y a une espèce de relativisme du vrai. Et ça, c'est pas confortable parce qu'un individu, il a besoin de repères. Jean-Dominique a cité le double bind de l'école de
Palo Alto, Bateson, un enfant, quand il est soumis à une double injonction, une mère qui l'appelle, c'est l'instinct maternel qui parle, et quand il arrive, elle le repousse, l'enfant, il ne peut pas bien se développer. Parce qu'il ne sait pas s'il a une mère aimante ou rejetante, il est aimé ou pas aimé. Et donc, dans son développement, c'est difficile, et certains enfants peuvent développer de l'autisme. Et ce qu'on a mis en place, et c'est savamment fait, c'est un éclatement du réel. Alors ça a toujours été difficile en matière de médecine, on rappelait. Il faut savoir qu'en France, un médecin qui est strictement docteur en médecine ne peut pas postuler pour le concours de maître de conférence. Il faut qu'il fasse un deuxième doctorat parce que leur doctorat, comme le doctorat en pharmacie, le doctorat en sciences vétérinaires, c'est un doctorat d'entrée en fonction. Voilà. La thèse dure 10 minutes, voilà, puisque finalement ça clôture un parcours. Et voilà. Quand vous faites un doctorat dans les disciplines scientifiques ou dans les sciences humaines, il faut que vous ayez des publications, souvent. C'est difficile de soutenir sans publication, c'est même impossible. Et puis quand même, votre thèse, elle dure au moins 50 minutes. Là, une thèse en médecine, ça dure 10 minutes. Voilà, parce que c'est presque un passage obligé, mais voilà, c'est pas plus. Donc, David Hume, qui était un philosophe anglais, avait distingué la déduction de l'induction. Donc, par exemple, si votre théorie en physique prévoit que si vous appliquez un champ magnétique, vos particules tournent à gauche, vous avez déduit d'une théorie. Vous ne pouvez pas dire que votre théorie est vraie, mais elle est cohérente. Bon. Ce qui est plus difficile, c'est de passer d'un fait expérimental à une théorie. Par exemple, vous pouvez vous dire, c'est quand même bizarre, à chaque fois qu'il y a un incendie, il y a des pompiers. Donc les pompiers seraient responsables de l'incendie. Ou est-ce que les mouches sur un cadavre sont responsables de la mort de l'individu ou elles ont été attirées par le cadavre? Donc si vous avez 8, vous voyez que 8, ça peut être obtenu par l'addition 4 plus 4, ou par la multiplication 4 multiplié par 2, ou la division 16 divisé par 2, ou la soustraction 8 moins 4. 16 moins 8. Vous voyez bien que ça soit l'addition, la multiplication, la division, la soustraction, vous avez toujours 8, mais quelle est la bonne opération? Donc il y a toujours cette difficulté de remonter d'un fait expérimental à une théorie. Donc Jean-Dominique l'a rappelé, la médecine est plus un art qu'une science, parce que chaque individu a une subjectivité, et a une singularité, et donc l'embêtant quand on présente la médecine comme un art, c'est qu'il faut des artistes. Et il n'y a pas toujours les artistes au rendez-vous. Voilà. Alors, effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est dans le but de faire une sorte de tabula rasa de tout ce qui a fait la société occidentale, la construction de la pensée, avec une incidence à la fois sur l'ontologie, sur l'équilibre d'un individu, sur la gnose, puisque finalement, où est le réel ? Et c'est très perturbant parce qu'un individu il a besoin d'un minimum de repères. S'il n'a pas ces repères, ça crée une espèce de chaos intérieur. Et donc, avant le chaos extérieur qui... Voilà, on voit qu'on pousse vers un écroulement économique, il y a eu déjà un chaos intérieur. Le chaos intérieur a précédé le chaos extérieur. Avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire on changeait les structures extérieures et ces structures extérieures changeaient. On changeait, par exemple, la macro ou la microéconomie, entraînait un changement intérieur. Regardez ce qui s'est passé en ex-URSS. Et souvent, ça a été un échec puisque finalement, on n'a pas réussi à changer intérieurement. L'ex-URSS, les gens étaient restés encore avec des mentalités de moudjik. Voilà. Mais là, c'est autre chose. On a inversé le processus. C'est-à-dire on a d'abord fait un chaos intérieur pour pouvoir avoir un chaos extérieur. Et parmi les incontournables qui font le terrain d'un totalitarisme, il y a l'atomisation de la société. Donc atomiser la société, atomiser les individus dans leurs relations les uns avec les autres, et atomiser intérieurement l'individu. Alors, en matière, effectivement, de science, il y a, la science a sa conduite dictée par la politique. Donc on a décidé, Olivier Véran a décidé un vendredi que l'hydroxychloroquine
était quelque chose de dangereux, mais il n'est jamais revenu là-dessus. Vous voyez, et donc à ce moment-là, on a une coexistence, et c'est ce qui fait une séparation dans la société. Ceux qui ont compris que l'hydroxychloroquine, elle a été utilisée par plus d'1 milliard d'individus, puisque le paludisme est la 2e cause de mortalité au monde. Chaque année, il y a 2 millions de gens, principalement des enfants, qui meurent. Donc si ça avait été dangereux, il y aurait longtemps qu'on l'aurait vu. En plus, c'était un des médicaments, il y en a d'autres, mais qui étaient vendus sans l'obligation d'avoir une ordonnance. C'était en vente libre. Donc ça fait quand même... Vous voyez, on passe une substance qui est utilisée par plus d'1 milliard d'individus en substance toxique de type 2, qui ne peut plus être délivrée et qui est interdit. Et vous avez une coexistence entre le vrai et le faux. Et c'est là où, effectivement, que le monde virtuel vient se substituer au monde réel. Et quand on est devant une coexistence du réel et du monde fictionnel, ça s'appelle de la schizophrénie. Donc on amène les citoyens à être soumis à une dissonance cognitive et à un côté schizoïde. Et donc à ce moment-là, il faut avoir un renforcement de sa construction intérieure pour ne pas sombrer dans un chaos extérieur. Je vais reprendre. Merci, oui, très très volontiers, parce que là on voit bien le motif. On a observé tous, et c'est un des grands classiques du totalitarisme et de la manipulation en général, comment le langage, par exemple, avait été détourné pour faire croire, par exemple, les cas qui remplacent les malades. Donc on sait qu'à partir de la 3e vague, c'était des vagues de cas, ce n'était pas des vagues de malades. Ça ne se traduisait pas par une demande accrue de soins dans les services de soins, mais ça a permis de faire croire que l'épidémie continuait avec des vagues successives. Et Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste des infections respiratoires en France depuis 30 ans, a rappelé qu'une épidémie ne fait pas de vagues. Ce n'est pas un lac, une rivière ou une mer. Vous voyez, mais on a tous intégré l'idée de la vague. Moi-même, je m'y suis opposé, même dans Hold Up, j'ai dit, mais les épidémies ne font pas de 2e vague, ce qui m'a valu beaucoup d'attaques en disant, il s'est trompé, il y a eu une 2e vague, mais ce n'était pas une 2e vague. Une 2e vague, ça aurait été quoi? C'est ça qu'essayaient de faire croire les autorités à ce moment-là, c'est grâce au confinement, on a pu contenir l'épidémie, elle s'éteint, mais si les gens recommencent à vivre normalement et deviennent indisciplinés, ils vont se recontaminer et ça va faire une 2e vague. Et ça, c'est faux de chez faux, ça n'existe pas, ce genre de phénomène. Moi, j'ai dit publiquement qu'il n'y avait pas de 2e vague. Pour la petite histoire, j'ai regardé Hold Up 2 semaines avant sa sortie. Il y avait déjà eu le rebond épidémique de l'automne, mais je n'ai pas demandé à Bardanias de le couper. Déjà parce que j'assume mes propos, mais parce que ça restait vrai. Et il n'y a pas eu de vague dans l'épidémie. Il y a eu des variants successifs qui ont fait des épidémies plus ou moins sévères, mais à partir d'un moment, il n'y avait plus de malades, pas de manière anormale. Mais il y avait les vagues de cas, ou bien les anti-masques. Alors la revue Cochrane vient de confirmer ce qui était déjà dans le plan pandémie de l'OMS en 2019 et qu'on a toujours su, c'est que le masque en population générale ne sert à rien. Mais les journalistes nous ont tout de suite, c'est ça tout le jeu du langage, catalogué comme anti-masque, c'est-à-dire anti quelque chose qui protégeait la population et qui faisait sens. Ils auraient pu nous appeler des pro-sciences ou des gens raisonnables, mais évidemment qu'ils ont préféré nous appeler des anti-masques. Donc on peut, par le langage, jouer sur un ensemble de choses. Et évidemment que c'est particulièrement préoccupant de voir aujourd'hui comment la presse, qui est censée être vigilante par rapport à ça, on apprend ça en première année d'école de journalisme, de faire attention aux étiquettes qu'on colle. Un Africain a agressé une vieille dame au paquis. Non, on ne fait pas comme ça. On peut mentionner éventuellement son origine si c'est pertinent par rapport à l'article, mais on ne tague pas, on ne catalogue pas. Et là, on voit que tout ça est passé par la fenêtre. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre, c'est effectivement de jouir d'une licence à peu près absolue dans le fait d'énoncer des choses aussi absurdes qu'il est possible, tout en prétendant qu'elles sont scientifiques. Et c'est là où toute cette granularité est tellement importante. Et ça s'est fait, ou plutôt ça a été autorisé par une méthodique perte d'éducation épistémologique et aux humanités au sens large dans le champ de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui se présentent comme des scientifiques et croient l'être sont des gens qui ont appris à appliquer des méthodologies, mais pas à se demander si la méthodologie est adéquate ou pas.
Et en fait, moi qui viens d'un domaine, effectivement, où on n'est pas très axé sur les équations et les statistiques, parce que les réalités humaines, c'est plus complexe que ça, je suis obligé de repérer qu'il y a en fait tout un ensemble de démarches de connaissances qui sont souvent un peu snobées par les scientifiques, comme si elles étaient inférieures, alors qu'en fait, elles sont largement supérieures en termes d'intelligence. Je pense à l'histoire. Un historien qui cherche sur la base des documents dont il dispose à reconstituer ce qu'il en était à une certaine époque et la manière dont les gens ont interagi, sont obligés d'être intelligents parce qu'il n'y a pas des données à mettre en statistique. Le type qui a des données à mettre en statistique, il n'a pas à être intelligent. Vous voyez ? Tamedia, qui possède des canards devenus odieux en Suisse romande, dans la Tribune de Genève et 24 heures, appartient à un groupe avec Axel Springer qui vient de se dire, mais finalement, on n'a pas besoin de journalistes, l'intelligence artificielle suffit, donc on va licencier des gens. Mais voyez comme c'est intéressant. C'est-à-dire que si les journalistes avaient fait leur boulot, ça serait inenvisageable de remplacer un journaliste consciencieux, honnête et créatif par une intelligence artificielle qui, par définition, n'est pas intelligente, vu que l'intelligence est une propriété du vivant. Donc ça peut être du bon calcul, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas intelligent. Mais à force d'avoir été aussi bêtes et de s'être autant reniés, ils ont finalement fait la démonstration qu'ils étaient dispensables. C'est intelligent comme stratégie. Mais en attendant, un bon journaliste, un bon historien, un exégète, si vous vous intéressez à la théologie, vous voyez la qualité de l'exégèse des textes néo-testamentaires ou vétérotestamentaires aujourd'hui, c'est somptueux. Dans la Genèse, il y a 3 fils de narration entremêlés. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a 2 créations de l'homme et de la femme. Il y a l'histoire de la côte qui fait beaucoup râler les féministes à juste titre. Ça, c'est une tradition. Puis il y en a une autre qui dit que non, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et puis il y a un 3e fil narratif qui est un ensemble de mythes babyloniens. C'est un résidu de la déportation à Babylone du peuple juif. Et donc aujourd'hui, on peut, avec l'exégèse, et notamment avec des moyens informatiques qui permettent sur le plan lexical de repérer la prégnance de certains thèmes et donc d'identifier les fils, arriver à une compréhension profondément fine de la réalité. Et donc, de tout temps, je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, mais les bons maîtres dans des disciplines scientifiques disaient à leurs étudiants, mais si vous voulez grandir en compétences dans votre domaine, allez au concert, allez dans les musées, allez dans les expositions, allez voir du théâtre. Pourquoi ? Parce que la compétence pure, méthodologique, est nourrie par tous les apports d'intelligence qui peuvent naître de l'extérieur, et notamment de la distinction entre la logique et l'illogique. Dans le canton de Vaud, ils viennent d'adopter les nouveaux manuels scolaires qui simplifient l'orthographe. Donc, oignon, vous pouvez l'écrire O-G-N-O-N. Ben, c'est pas logique que ça soit O-I-G-N-O-N. Mais bien sûr que c'est logique logique étymologique. Hein? Oui, ça, c'est une façon de gommer le passé, c'est ce qu'on veut faire. Exactement. Et donc, vous voyez, ça a des implications majeures, mais en fait, il y a une déculturation, ou une déshumanisation qui va, c'est là on en revient à l'anthropologie de Marie-Estelle Dupont, c'est que si on n'arrête pas d'effacer la réalité de tout ce qui nous constitue dans notre réalité humaine, eh bien, nous devenons inévitablement des ignorants, les pires ignorants étant ceux qui prétendent savoir. Et aujourd'hui, c'est la définition même du scientiste ou de ce journaliste de la RTS que j'avais interpellé par rapport au fait qu'il donnait la parole qu'à Didier Pittier et Samia Hurst, et qui me répondit « Oui, mais c'est quand même mieux d'inviter les scientifiques. » Vous voyez ? Mais là, on est dans du Ionesco, c'est-à-dire qu'il y a... je me suis beaucoup construit avec Ionesco, le théâtre de l'absurde. C'est vraiment ce moment où les mots et les idées deviennent folles parce qu'il n'y a plus rien qui les contient. Et effectivement, cette idée que chacun a sa vérité, et qui en fait, là encore, c'est très habile, collige 2 choses. La première, c'est qu'il y a une subjectivité qui fait que 2 personnes ne verront jamais la même chose de la même manière, et donc oui, il y a un sens subjectif de la réalité qui est incontestable. Mais d'un autre côté, il est évident que des méthodologies de compréhension et de recherche peuvent produire des fruits. Et à nier ça au motif de la subjectivité, vous voyez ce que je veux dire, ça revient encore à complètement brouiller les repères. Et moi, combien de fois ai-je entendu « Oui, mais vous n'avez pas la vérité absolue. Oui, mais vous ne pouvez pas prétendre détenir la vérité. » Mais quand je vois qu'une étude est truquée, et que je peux montrer où et comment elle est truquée, c'est pas une histoire de prétendre avoir la vérité absolue,
c'est le fait de savoir qu'il y a une différence entre quelque chose qui est truqué et quelque chose qui n'est pas truqué. Ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde peut comprendre. Une nourriture où il y a du poison, une nourriture où il n'y a pas de poison, c'est pas la même chose et c'est pas chacun sa vérité. Parce que vous bouffez l'une, vous crevez, vous bouffez l'autre, vous irez bien. Et aujourd'hui, cette annihilation de toute intelligence autour des phénomènes, et qui forcément passe par un certain effort de pensée, est en train de générer ça. Alors, effectivement, on confond fait et opinion. Un fait est un fait. D'ailleurs, un fait ne contredit rien, il est. Voilà. L'opinion, c'est autre chose. C'est le rapport qu'on va établir avec un fait. Et il y a toujours eu une subjectivité. Il suffit de regarder les témoins d'accident de la route. Chacun va voir une chose différente. Toujours est-il qu'il y a bien eu un accident. Mais par contre, la façon dont l'accident s'est produit, avec la subjectivité des témoins, ça a toujours été pris en compte. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés de l'enquête de police. C'est d'arriver à essayer de faire émerger quelque chose qui ne sera jamais objectif. D'ailleurs, la science n'a jamais prétendu être objectif. Elle parle d'intersubjectivité ou d'interobjectivité. Alors, on a bien vu, autrefois, était déclaré malade quelqu'un qui avait des signes cliniques. Ben, pendant la crise, c'était un test RT-PCR qui vous rendait malade, avec la subjectivité, puisque même l'inventeur du test, enfin, l'inventeur du procédé, la polymer chain reaction, la PCR, qui permet d'amplifier un fragment d'ADN, avait bien souligné qu'il ne fallait pas l'utiliser comme un moyen de tester les gens soumis à une épidémie, parce que c'était trop subjectif. On pouvait rendre n'importe qui, c'était un nombre de cycles qui amplifiait. Et bien maintenant, dans la crise, est malade, pas quelqu'un qui a été observé cliniquement par un médecin avec des signes cliniques, mais tout simplement un test vous déclare malade. Comme un mot vous déclare complotiste. Voilà. Donc, on sait très bien que le langage, c'est la première chose qui est modifiée quand il y a un changement de régime. Le langage, c'est la première forme d'adaptation au monde réel. Le langage, c'est ce qui nous permet d'avoir une espèce de transformation de la réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il fallait créer des étiquettes, il fallait classer. Et c'est très habile parce que si chacun est au centre de son monde, ben, il n'y a plus d'unité sociétale. Chacun va être au centre de sa réalité et on va vers ce que nous proposait Yuval Noah Harari pour les inutiles, c'est-à-dire les métaverses. Et les choses où chacun aura sa subjectivité. Il n'y aura plus de faits réels, il n'y aura que des opinions. Or, une société basée sur des opinions, ce n'est pas une société viable. Ou alors, ça sombre dans une forme de société totalitaire. Alors, toute cette dérive, on voit derrière l'amplification de ce qu'avait perçu William Blake, ce poète graveur anglais, puisque quand la physique classique triomphait avec la mécanique céleste et tous les développements de la physique newtonienne, il a déclaré « Dieu nous protège de la pensée unique et du rêve de Newton ». Donc il avait compris que la science allait apporter la quantification, la calculabilité, et qu'à partir de là, toutes les disciplines qui construisent un individu, j'avais un professeur de philosophie qui disait « La science fait les ponts, l'art fait les hommes ». On est fait à la fois par des disciplines comme la littérature, le cinéma, les relations avec les autres, et puis on a aussi le devoir de se construire rationnellement. Ça a toujours été comme ça. Les Égyptiens, dans l'Antiquité, distinguaient la logique rationnelle à la logique du cœur. Donc on apprend beaucoup en fréquentant d'autres disciplines, et tout scientifique qui a atteint une certaine créativité est nourri d'autres disciplines. Vous avez votre savoir-faire, mais c'est parce que vous avez été nourri de poésie, de littérature, d'histoire, que peut-être vous pourrez aller au-delà de l'ingénieur brillant pour aller vers le créateur. Et la créativité, elle doit être nourrie par un imaginaire. Donc Gilbert Durand, un sociologue de l'imaginaire, n'a fait qu'insister là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde les grandes découvertes scientifiques, c'est l'imaginaire qui joue. Les pères fondateurs de la physique quantique avaient un imaginaire très très riche. Niels Bohr était nourri de philosophie taoïste, Schrödinger de philosophie hindouiste, la cosmogonie indienne, etc., etc. Donc ils ont eu un imaginaire nourri. C'est d'ailleurs ce qui les a frappés quand ils ont découvert le continent quantique, c'est qu'ils étaient surpris de voir que les philosophies
hindouiste, la cosmologie Samkhya, avait découvert la même chose que la physique quantique. Mais évidemment, les points d'entrée étaient différents. Dans un cas, c'était l'être-étude, l'état d'être qui avait amené ça. Dans l'autre, c'était une vision plus théorique. Donc, l'atomisation de la société, elle passe par l'atomisation du langage, elle passe par l'atomisation du fait qui est transformé en opinion, elle passe par un chaos intérieur, et tout ça est prévu. Donc à ce moment-là, faisons attention d'un point de vue épistémologique. Ce qui est dénoncé, c'est pas forcément quelque chose qui est un accident, mais c'est quelque chose de planifié, dans le but d'aller vers une chaotisation de la société. Puisque finalement, ordre et chaos, quand vous avez un cristal qui va se transformer en liquide, il y a une espèce de chaotisation, tous les liaisons entre les atomes sont détruits, c'est exactement ce qu'on a vu. On passe d'une société où l'individu est en relation avec les autres à une société où on est individualisé. Et on est individualisé avec une vision du monde qui est uniquement perçue par le centre de l'individu et non pas par des faits qui peuvent être objectivés ou intersubjectivés. Donc, mais il y a toujours un principe de résistance. Et finalement, si on nous propose une nouvelle religion ou qu'on combat les sociétés traditionnelles, c'est parce qu'on veut éradiquer le passé. C'était l'obsession du monde communiste, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien du tout avec l'histoire tsariste de la Russie au profit de l'aventure communiste avec l'Homo soviéticus, qui devait être un homme nouveau, dégagé de tous les atavismes de son histoire, de la famille, etc. Un homme, un surhomme, c'est exactement vers cette direction qu'on veut nous amener. Et donc il faut gommer tout le passé. Donc il faut gommer le passé occidental avec tout ce développement épistémologique. Il faut gommer notre histoire. D'ailleurs, vous voyez bien, par exemple en France, c'est un véritable scandale, on a interdit l'ouverture aux archives de France. Un historien professionnel, c'est un historien qui travaille sur archives. Quand on commence à confisquer l'histoire de son pays, ça veut dire qu'on veut complètement couper le pays de son passé pour l'amener vers une direction. Il y a un proverbe qui dit « quand on ne sait pas où on va, il faut qu'on sache d'où on vient ». Donc si vous ne savez plus d'où vous venez et en plus vous ne savez pas où vous allez, vous êtes en grand inconfort. Vous savez que les esclaves africains, quand ils étaient amenés dans des pays où ils allaient être mis en esclavage, s'ils ne savaient pas où ils allaient, ils se suicidaient parce que beaucoup d'Africains avaient besoin de savoir où ils allaient. Ils avaient encore la notion de d'où ils étaient partis, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Donc, cette vision, ça a pour but de développer une nouvelle religion, une religion dogmatique où il n'y a que des opinions et non pas des faits. Vous n'avez plus le droit, entre guillemets, de penser sous peine d'être un hérétique. Vous devez obéir au consensus, la glorification de la souffrance. Là, vous avez vu qu'on envisage de diviser par deux, c'est digne de Ionesco, les doses d'antidouleur, parce que ça va limiter l'effet serre. Où est le rapport ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une relation de cause à effet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'absurdistan qui se met en place et qui chaotise le cerveau. Et donc, au bout d'un moment, les gens n'ont plus du tout de repères, et ils savent plus. Ils savent plus. Alors moi, ce que j'ai observé dans le milieu des scientifiques, c'est vraiment intéressant. Je disais, c'est un tout petit peu caricatural comme toute généralité. Mais c'est que finalement, vous avez les grands scientifiques qui sont extraordinairement humbles par rapport à leur savoir. Didier Raoult a dit très vite, mais tout ce que je sais en microbiologie est susceptible d'être mis en question un jour. Et à un moment donné du futur, tout ce dont je suis convaincu aujourd'hui passera comme étant des façons très archaïques de voir. Les méthodologies de recherche, les instruments, les modélisations vont évoluer. Et donc, ce qu'on voit vraiment avec les vrais scientifiques, c'est cette profonde humilité du chercheur et avec un engagement à la vérité au sens noble, pas au sens idéologique. Je cite souvent cet exemple. Si par exemple vous êtes un grand scientifique qui avait découvert quelque chose de révolutionnaire et qu'on a donné votre nom à cette théorie, la théorie Bobola du plasma en physique, et puis que quelqu'un arrive
avec Merci. une expérimentation qui infirme la théorie Bobola. Si Bobola est un vrai scientifique, ce qu'il est, il sera ravi. Oui, bien sûr. Il sera ravi. Parce que l'intérêt, c'est pas d'être propriétaire d'une théorie et de capitaliser dessus. Ça, c'est des réflexes politiques ou commerciaux. Mais c'est la compréhension, c'est la qualité du savoir, et tout ce qui vient contester ce dont on est convaincu de bonne foi est bon à prendre. Et puis après, vous avez toutes ces strates de fonctionnaires de la recherche qui sont en fait les petits chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, les sous-sous-sous-chefs, et qui, eux, n'ont pas du tout cette complexité ni personnelle ni intellectuelle, et qui sont dans des relations extraordinairement dogmatiques, consensuelles, autoritaires. D'où toute cette idée du consensus scientifique qui est déjà en soi une beuverie. Si les journalistes avaient pour 3 sous d'intelligence, ils se rendraient compte de l'énormité que c'est de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que toute compréhension nouvelle vient forcément en contradiction du consensus. C'est aussi bête que ça. Si vous restez dans le consensus, vous stérilisez tout et vous faites du surplace. Pourtant, vous avez quand même des présentateurs télé qui osent dire « mais quand même !» Il y a un consensus scientifique et la science, c'est le consensus. Donc vous voyez, des énormités pareilles. Et puis après, il y a le lumpen prolétariat de la science, c'est-à-dire tous ceux qui bossent réellement, les laborantins, les chercheurs, les assistants, et qui, eux, sont de nouveau très humbles et très ouverts. Et en fait, le problème qu'on a, c'est vraiment un problème sociologique, en fait, socio-économique. C'est ces castes de privilégiés qui se sont accaparés un pouvoir, et dont, en fait, le pouvoir, contrairement à Bobola et sa théorie, dépendent de la permanence de ce à quoi ils adhèrent. Parce que si tout d'un coup on démontre que ce n'est pas ça, ils perdent ce qu'ils ont. Et ils perdent toute justification à la porter. Et là, il y a vraiment une réflexion à porter sur la déshérence de nos élites, comme les appelle Maffezoli. Les élites, pas dans le sens qui aurait des supériorités, mais ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Administrative. Ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, ceux dont l'opinion compte. Je le connais à mon modeste niveau, puisqu'avant la crise Covid, je faisais partie de ceux qui avaient le pouvoir de dire. On m'invitait souvent pour me faire décrypter des phénomènes de société. Puis j'ai été éjecté de ça, c'est-à-dire que je n'ai plus le pouvoir de dire, ou alors sur des blogs, parce que tout n'est pas encore entièrement contrôlable. Mais vous voyez, c'est vraiment ça le problème, c'est cette politisation de la science qui représente vraiment une difficulté majeure. Cela dit, je pense en ce qui me concerne que le moment, alors là je pense qu'on vous a quand même un peu plombé avec toutes nos considérations pas très joyeuses, c'est normal, ça fait partie du processus. Relax, mais on est des gens positifs, sympas, on va pas vous laisser comme ça. Donc moi je vais m'intéresser à la perspective d'après. Parce qu'en fait, ce qu'on observe maintenant, et c'est là aussi la fécondité de ce moment-là, c'est que l'imprégnation par du simulacre, c'est-à-dire de la fausse description de la réalité des esprits, conduit à l'équivalent d'une dérive sectaire. Il y a un député à la Chambre des communes britannique, hier ou avant-hier, qui a pris la parole pour émettre une interpellation sur les effets indésirables. Les autres députés sont sortis de la pièce. Louis Fouché a témoigné du fait que quand il parlait, quand il était encore à la Conception, avec des collègues de l'ivermectine, très vite, les gens disaient, mais arrêtons de parler de ça. Ça devient insupportable de parler du réel quand on est dans une bouffée délirante. Et la bouffée délirante peut devenir tellement convaincante qu'elle peut conduire à faire des choses qui sont profondément contraires à notre instinct de survie. Alors, on se souvient de l'ordre du temple solaire, ils sont tous partis vers Sirius. Bon, j'espère qu'ils sont bien arrivés, mais en tout cas, ils sont bien partis. Et donc, pour qu'un groupe de gens puisse se dire, maintenant, hop, on va aller vers Sirius, c'est cool les mecs, on sait comment ça se passe, il faut vraiment que ça ait disjoncté, mais c'est exactement ce dans quoi on est collectivement aujourd'hui. Les va-t-en-guerre qui prétendent que la Russie a envahi arbitrairement l'Ukraine sans aucune raison et que pour préserver la liberté, il faut faire la guerre à la Russie, les socialistes en Suisse et d'autres, c'est des gens qui sont dans un délire sectaire grave. Parce que quand vous regardez la réalité des choses et que vous demandez aux vrais spécialistes comme Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse qui a travaillé avec l'OTAN sur la situation en Ukraine pendant des années, il vous dit, attendez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on sait, avec notamment la propagande de guerre américaine, à quel point ils sont forts pour faire croire des choses qui sont fausses. On a tous à l'esprit cette
infirmière koweïtienne en larmes expliquant comment les soldats irakiens étaient entrés dans des services de prématurés, avaient jeté les prématurés par terre. Vous savez, hein, c'était la fille d'un ambassadeur koweïtien aux États-Unis qui avait été drillée par la CIA pour faire ça, mais la population a accepté l'idée qu'il fallait partir en guerre. Donc voilà, il y a quand même des savoir-faire particulièrement agissants derrière. Et mon éminente avocate, Virginie de Araujo-Recchia, a déposé plainte contre le gouvernement français et le mouvement La République En Marche pour dérive sectaire. Parce que les qualifications judiciaires sont là. C'est du même ordre, c'est de la dérive sectaire. Alors ça, c'est le côté on est mal barré, donc ça nous plombe. Merde, on est dans une dérive sectaire et ils y croient tous. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'au fond, ça pointe du doigt quelque chose de très fondamental pour notre espèce et qui, au fond, de mon point de vue, n'a jamais été adressé collectivement comme il aurait dû l'être. On sent tous que notre espèce, elle n'est pas encore parvenue à franchir un cap. On a des bonnes idées, on a des bonnes intentions, mais dans la Constitution fédérale, c'est à la manière dont elle traite le plus faible de ses membres qu'on reconnaît la qualité d'une société. Ouais. Mais quand on crée de l'apartheid sanitaire, quand on stigmatise des gens qui voient bien les choses, quand on se dit s'ils sont malades, il ne faut pas les traiter quand même, les plus faibles des membres, il ne faut pas pousser. On voit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Et donc, moi qui suis anthropologue, ce qui m'intéresse toujours, c'est le devenir de l'espèce, sachant qu'on est la seule espèce à avoir cette plasticité évolutive. Aucune autre espèce ne change ses conditions de vie et sa propre neurologie comme la nôtre. Et donc, on a un cap à franchir. Et ce cap, c'est quoi? C'est celui de créer un monde qui soit digne de nous et qui respecte vraiment ces principes qu'on sent être tellement essentiels dans ce à quoi on aspire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas encore parvenu ou qu'on n'y est pas encore arrivé? Et ça nous met sur une autre piste dont mon éminent confrère Yuval Harari a éminemment parlé dans son premier livre, qui était absolument remarquable, Sapiens. Et il nous a bien leurrés. Mais finalement, ils ont tous fait le coup. Regardez, Macron, quand il est arrivé, beaucoup de gens ont dit « mais c'est cool, un mec plus jeune, il va moderniser la société, il connaît la finance, mais il est socialiste. Voilà, ça va être bien. » Justin Trudeau au Canada, même chose. Moi, j'y étais quand il a été nommé, on se dit chic. Un mec, il a fait du théâtre, il est prof de snowboard, il est pour la libéralisation du cannabis, il va faire bouger les trucs, il demande pardon aux populations amérindiennes pour les torts qu'ils ont subis. C'est un bon type, ce gars. Et en fait, on s'aperçoit que c'est les pires ordures, mais qu'il y a un certain casting là derrière. Et donc Harari, il sort un premier bouquin remarquable, Sapiens, tout le monde le dévore, enfin moi en tout cas, très juste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, c'est la capacité de créer des fictions. On crée des narrations explicatives du réel. Parce que le réel est très insolite. Ma fille, qui a 15 ans maintenant, mais quand elle était très petite, elle a eu une gastro une nuit, et le lendemain, elle m'a dit « Mais papa, le vomi, ça sort d'où ?» Eh oui, parce qu'à 3 ans, vous ne comprenez pas que c'est ce que vous avez mangé qui ressort. Vous voyez, c'est insolite. Et donc les cultures humaines donnent beaucoup d'explications sur le monde et pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors nous, on considère qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres cultures, donc le Big Bang, c'est très raisonnable, et puis les autres cosmologies, elles sont forcément, voilà, après logiques, parce que l'univers ne peut pas être la carapace d'une tortue flottant dans le cosmos. Big Bang, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais donc, toujours est-il que nous sommes des êtres de fiction avec cette redoutable caractéristique qu'au fond, nous ne vivons pas la réalité de manière première comme les animaux. Parce que notre cerveau crée en permanence une simulation de réalité et c'est dans cette simulation de réalité que nous vivons. Et en fait, ça s'explique pour des raisons assez complexes, mais l'énergie biologique qu'il faudrait pour permettre à notre cortex de traiter toutes les informations en provenance de la réalité serait totalement démesurée par rapport à nos compétences. Donc en fait, nous créons des simulations de réalité les plus vraisemblables possibles et notre cerveau ne fait que vérifier par quelques points que nous sommes bien dans ce dans quoi nous pensons être. Mais en fait, dans la vraie vie, il n'y a pas de couleur, il y a des vibrations lumineuses et c'est tout notre cerveau qui reconstitue. Et ça, c'est une des grandes découvertes des neurosciences, c'est qu'en fait, notre cerveau n'est pas un percepteur de réalité, c'est un simulateur de réalité. Et on voit bien qu'en fonction de ce qu'on simule dans notre simulateur de réalité,
eh bien, nous avons une certaine lecture du réel. À un niveau psychologique, c'est très simple. Si je considère que toutes les femmes sont des chieuses, qu'un certain nombre d'hommes considèrent, un certain nombre de femmes considèrent que les hommes sont tous des bobets, mais donc, je vais, par le biais de confirmation, chercher en permanence ce qui va confirmer ce présupposé, et je vais probablement passer ma vie avec l'observation que ce présupposé est réel. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dit de façon plaisante, mais on sait très bien en psychologie l'importance des croyances et des cognitions, et comment, en révisant un certain nombre de croyances et de cognitions, on arrive à vivre une autre vie. Donc en fait, nous avons en nous un pouvoir créateur extraordinaire, mais dont nous n'avons pas conscience. Et qui, à la fois, traite de cette question de la relation au réel. Donc, une fois qu'on sait que nous ne faisons tous que simuler une représentation de la réalité, qui est au mieux très largement inexacte. Ça, c'est la réalité neuroscientifique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la personne qui vient vous voir en disant « Non, mais vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer comment sont les choses. » Elle est convaincue que sa simulation de la réalité est meilleure que la mienne. C'est normal, on est tous égocentriques. Mais la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a mieux qu'une très vague idée de ce qu'il existe dans la réalité. Et ça, c'est pour moi le côté anarchiste, mais libérateur des neurosciences. C'est qu'à partir de là, ce qui est intéressant, c'est comment vous voyez les choses, comment moi je vois les choses, et comment si on se renseigne mutuellement sur notre manière de voir, on peut chacun s'enrichir de la représentation de l'autre. Et c'est là où, Philippe l'a rappelé, même la démarche scientifique est une co-construction intersubjective et interdisciplinaire. Donc au fond, il y a une réalité de la connaissance et de la science et de la conscience dont nous commençons à peine à être nous-mêmes conscients. Et si on ouvre cette perspective, alors par exemple, avant l'histoire du Covid, il y avait une ouverture dans le champ académique, dans ce qui restait de sain dans les universités, c'est-à-dire pas grand-chose, sur le fait d'intégrer les savoirs de groupes exclus de l'université, mais qui ont leur propre savoir, des laboratoires d'interconnaissance. Et puis il y a aussi un pouvoir. À partir du moment où je dis oui, il est vrai qu'un certain nombre d'hommes sont bobets, oui, il est vrai qu'un certain nombre de femmes sont chieuses, mais il y a des hommes qui ont fait pas mal d'efforts pour être moins bobets qu'à l'origine, et il y a des femmes qui parviennent à être relativement peu chieuses. Ça veut dire qu'il y a tout d'un coup des ouvertures dans ma vie qui rendent accessibles des réalités qui étaient exclues a priori de ce que je considérais comme étant possible. Et un exemple, alors j'en terminerai avec ça avant de repasser la parole à Philippe, mais que je trouve extraordinaire, c'est de voir par exemple la force mentale des sportifs. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, je crois, mais elle est tellement intéressante. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, Federer, alors qu'il était déjà âgé, était arrivé en finale de Wimbledon contre Djokovic et avait eu 2 balles de match au 5e set à 8-7, si je me souviens bien. Donc il menait 40-15, et il galvaude les 2 balles. Le 5e set continue, il n'y a pas de tie-break au 5e set, il y a encore quelques jeux, et c'est Djokovic qui finit par gagner. Le public prend fait et cause pour Federer, qu'il aimerait bien voir gagner une dernière fois. Et après le match, les journalistes demandent à Federer, mais vous avez dû être très frustré d'avoir galvaudé ces 2 balles de match. Et Federer a dit, mais attendez, vous n'avez aucune idée comment ça se passe quand on est un sportif. Je ne peux pas me permettre le luxe de me sentir frustré au 5e set alors que je suis encore dans la course. Ce que je me suis dit, c'est, ok, j'ai raté les 2 balles de match, on s'en fout, je suis encore dans la course et je vais donner tout ce que j'ai pour y arriver. Vous voyez, mais le journaliste, il réfléchit comme un journaliste, pas comme un sportif de très haut niveau. Et Djokovic, le journaliste lui dit, mais Novak, le fait d'entendre la foule crier Roger, Roger, ça a quand même dû vous ficher un coup au moral. Et Djokovic a dit, non mais attendez, vous savez ce que j'ai entendu pendant que les gens criaient Roger, Roger? Moi j'entendais Novak, Novak. Vous voyez? Et ça c'est très intéressant parce que dans cette articulation entre notre subjectivité et la réalité, il y a toutes les discrépances qu'on peut voir, donc c'est compliqué quand on croit qu'est réel quelque chose qui ne l'est pas et vice-versa, mais ce que montre Djokovic à cet endroit-là, c'est qu'on peut même jouer avec le réel d'une manière qui continue à nous donner du pouvoir d'agir par rapport à ce dans quoi on est, et j'ai trouvé extraordinaire. Il savait bien que les gens criaient Roger, Roger, mais lui il a fait le choix d'entendre Novak, Novak pour que ça le pousse de l'avant. Donc vous voyez, il y a tout cet univers de nos cognitions, de notre conscience, qui est la vraie question dure actuellement dans le domaine scientifique, on ne sait pas si on l'apercevra jamais,
mais où j'ai l'impression que cette crise, avec tout ce qu'elle peut avoir de désespérant, avoir autant de gens délirés et raconter n'importe quoi, est en même temps en train de faire une espèce de pédagogie négative. Hein. Vous connaissez les définitions apophatiques de Dieu. On ne peut pas définir Dieu, donc on ne peut que dire ce qu'il n'est pas, c'est la théologie apophatique. Mais là, c'est comme si nous étions dans une neuroscience de la conscience apophatique. On est en train de voir tout ce que notre conscience n'est pas, et tout ce que la vraie connaissance n'est pas. Alors, c'est douloureux quand on est dans le goulet d'étranglement de ce merdier, donc je souffre avec vous et comme vous, et puis en même temps, c'est drôlement intéressant, parce que si à un moment donné, on sort de la bouffée délirante, et ça va quand même se produire étant donné tout ce qui sort, je dis quand même par gourmandise. Vous avez vu les Lockdown Files, le fait que le gouvernement britannique, en février 2020, ait informé que l'épidémie n'est pas suffisamment grave pour envisager une vaccination généralisée de la population. En février 2020. Tout ça, c'est en train de sortir. Donc moi, je dis, on se pose dans le canapé, on sort le popcorn. Le spectacle est en train de commencer. A priori, ça a l'air bien barré. Mais quand on sera de l'autre côté, toute la vraie question, c'est comment est-ce que des universitaires ont pu être aussi dogmatiques, intolérants et délirants? Qu'est-ce qui fait que des journalistes sont infoutus de faire leur métier en respect de leur charte de déontologie? Qu'est-ce qui fait que des médecins ont trouvé normal qu'on leur interdise de soigner des gens et qu'ils se sont précipités dans un vaccinodrome, imposer une injection génique interdite depuis le code de Nuremberg en population générale? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est peut-être la perspective heureuse qu'on peut caresser, sans savoir si elle adviendra ou pas. Peut-être qu'on mourra tous dans un holocauste nucléaire d'ici là, on verra. Mais en attendant, c'est quand même une perspective qui se dit, si on traverse le truc, il va y avoir des vrais débats intéressants au niveau social. Et peut-être, comme le dit Maffezoli, c'est sa conviction, hein, il me dit qu'il est très confiant, lui, il dit que c'est juste l'effondrement de la modernité, qu'à la fin de chaque période historique, il y a des bouffées délirantes des élites qui veulent conserver le pouvoir à tout prix en agissant des stratégies de la peur. Il a annoncé l'ère des soulèvements. Alors, avant-hier, tout le monde disait « Ouais, bah, ils sont où ces soulèvements ?» Bon, ben là, la France est en feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste l'effondrement d'un monde, mais évidemment que la bonne nouvelle, c'est une fois que l'aube se lève sur ce tas de débris et ces ruines, on a affaire, on a à penser, peut-être que là, le terrain ayant été déblayé de tout ce qui est en train de s'effondrer aujourd'hui, on va pouvoir aller très vite dans quelque chose de passionnant et ce monde à construire qui soit celui du respect de la subjectivité de chacun, mais sans prendre prétexte de cette subjectivité pour nier ce qui est solide dans notre compréhension du réel, et il y a quand même un certain nombre de choses qui le sont. Hein. Dieu merci que les avions ne sont pas construits sur les mêmes bases méthodologiques que les injections géniques expérimentales. Parce que là, je ne fous pas les pieds dans un avion. Mais comme ça repose sur quelque chose de solide, je prends un ascenseur ou un avion sans problème. Alors, on voit, parmi les choses que j'avais trouvées en termes de créativité, dans les sociétés kabyles, l'adultère est condamné. Et les femmes ont trouvé une créativité incroyable, c'est le bébé endormi. Quand le mari est parti pendant plus d'un an, le bébé est endormi, donc puis il reprend, voilà, il attend le retour du papa. Alors on a j'avais étudié le bébé endormi, c'est très astucieux, donc il y a toujours des astuces. Gilles Deleuze parlait d'usines délirantes du cerveau humain. Et on a le même problème en physique quantique. Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, est-ce que c'est uniquement ce que mes instruments de mesure relèvent ou c'est au-delà de ça? Et on voit bien que le futur est multiple, mais à condition de ne pas avoir été formaté. Donc le poète Rainer Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée ». C'est-à-dire qu'il colonise... C'est une phrase très puissante, notre mental, pour nous amener vers ce que les Américains appellent les prophéties auto-réalisées. Donc, dans cette foire au délire, c'est à nous d'avoir un délire constructif, si je puis dire, et d'aller actualiser les potentialités qui nous libéreront. Ensuite, c'est un retour à une vraie spiritualité, et non pas des religions dogmatiques. Et donc, tout ce qui nous se présente à nous,
c'est plutôt bienvenu. C'est une forme de psychothérapie collective où chacun, dans son délire, doit canaliser son délire. Et donc, si effectivement on comprend que le futur, c'est un spectre, il n'y a pas un futur, mais des futurs, c'est à nous d'aller actualiser le futur qui nous correspond le mieux. Ensuite, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a la loi matérielle qui est régie par la loi générale, puis il y a une loi spirituelle. Chaque objet, alors ça c'est un peu de la physique avant-gardiste, mais quand même vérifié, existe simultanément ici-bas, et oublie, il y a des lois, mais il y a une autre dimension qu'on appelle la loi divine, qui est informationnelle. Et c'est à nous d'aller chercher cette dimension informationnelle divine pour que, effectivement, on puisse mettre en avant ce qui est contraire aux lois matérielles. Il y a une espèce de dualité entre les lois matérielles et les lois divines. Les lois divines autorisent que les lois matérielles n'autorisent pas. Donc, à ce moment-là, la science, et c'est très difficile pour un scientifique de l'admettre, elle est en mesure de décrire les lois matérielles régies par la loi générale, mais est-elle en mesure de décrire les lois divines? Et finalement, on est en train de s'apercevoir que Dieu a créé l'homme à son image il a créé hommes et femmes, mais pas dans le sens LGBTQ, je vous rassure. Donc, on retrouve notre pouvoir divin. Et au lieu d'avoir une démocratie représentative avec un pouvoir pyramidal, chacun retrouve sa vraie dimension divine, sa vraie dimension créatrice, son potentiel créateur. Et en ce sens-là, il fallait peut-être passer par là. Après, pendant des années, avoir été mis en jachère d'imagination, le poète Henri Michaud disait « on ne rêve plus, on est rêvé ». On a été rêvé. On a été rêvé. On a créé un mythe, le mythe de la démocratie, le mythe du progrès, le mythe d'une science objective. Tout était mythologie. Et finalement, il faut démythologiser les mauvais mythes pour remythologiser. Alors, interrogé par un journaliste, Jean Cocteau, qui a mis beaucoup de théâtre dans son théâtre de mythologie grecque, le journaliste lui demande « Mais pourquoi avez-vous accordé autant d'importance aux mythes grecs dans votre théâtre ?» Il a répondu « Je préfère les mythes à l'histoire, parce que les mythes, ce sont des choses présentées comme vraies qui s'avèrent fausses avec le temps, alors que l'histoire, ce sont des choses présentées comme vraies qui s'avèrent fausses avec le temps. Le mythe est un mensonge qui dit la vérité, et effectivement, on s'aperçoit qu'on a créé collectivement les mythes, le mythe de la liberté, le mythe de la démocratie, le mythe de la science, comme j'ai dit, tout ça est en train de se reconstruire, et il y avait besoin d'une déconstruction. Donc, c'est à nous aussi de démythologiser tous nos mythes intérieurs pour remythologiser la société. Et ça, en ce sens, c'est un programme stimulant. Merci. Et peut-être juste un exemple par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les groupes d'entraide en santé mentale, où les gens qui ont des difficultés communes s'entraident pour arriver à trouver une solution. Ce qui est complémentaire, le cas échéant, avec ce que le système soignant peut donner. Et par exemple, dans je ne sais plus quel groupe d'entraide, il est dit « c'est uniquement en le partageant avec d'autres que nous conservons ce que nous avons ». Et ça, c'est ce dont parle Philippe. Dans la réalité matérielle, si je donne ce que j'ai, je ne l'ai plus. Je m'en suis appauvri. Mais dans la dimension sacrée, je suis riche de tout ce que j'ai donné. Tout ce que je donne me rend plus riche. Et ce qui est beau, c'est que les deux plans sont aussi existants l'un que l'autre. L'essentiel, c'est de ne pas les confondre. Et c'est là où, effectivement, il y a une question éthique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire à quoi est-ce que j'aspire dans mes relations avec d'autres et dans ce temps limité de vie terrestre dont je dispose, et puis comment est-ce que je peux faire usage de cette créativité. C'était très beau que tu cites Rainer Maria Rilke, parce qu'on voit comment les poètes touchent du doigt des vérités auxquelles la science arrive souvent, mais bien plus tard. Et ta citation sur les mythes est aussi tellement vraie. Combien de mythes dans des cultures natives, autochtones, avaient des compréhensions des interdépendances à l'intérieur des écosystèmes, et nous, occidentaux, avons pris ça comme étant des fables prélogiques pendant des siècles, avant de nous apercevoir que ce qu'il nous avait fallu des siècles pour acquérir comme compréhension était contenu dans le mythe. L'important, c'est de ne pas confondre l'un et l'autre. Voilà. Et c'est là où actuellement, dans un moment de simulacre maximal,
C'est-à-dire qu'on nous raconte un mythe. Alors Laurent Mukeli, qui est un éminent confrère, directeur de recherche au CNRS, a relevé, non sans une certaine facétie, qu'en fait c'est le mythe des 3 petits cochons. Si on est des pauvres petits cochons, il y a le grand méchant loup qui vient pour nous faire du mal, c'est le virus. On ne peut rien faire, donc on se cache sous la table et on se barricade dans notre maison de petits cochons, mais papa cochon va venir avec le fusil, le vaccin, pour nous sauver du grand méchant loup. C'est dit en rigolant, mais c'est vrai. C'est ça, l'imaginaire collectif de l'histoire de la pandémie, alors qui, bien sûr, joue sur des claviers ancestraux. Notre brave Didier Pittet, qui, s'il a inventé le gel hydroalcoolique, n'a pas inventé le fil à couper le beurre, lui, sur les plateaux télé, arrêtait pas de dire « on n'a jamais rien vécu depuis la grippe espagnole ». Grippe espagnole qui a tué des dizaines de millions de personnes âgées entre 30 et 50 ans. Le Covid, pas de modification de l'espérance de vie en dessous de 70. Et ce scientifique vient glapir sur les plateaux télé qu'on n'a jamais rien vu de tel depuis la grippe espagnole. Vous voyez, on est en plein délire, on est en pleine mythologie. Mais la mythologie, si elle a sa juste place, elle peut dire le vrai. Et au fond, ce que Didier Pittet est en train de dire à ce moment-là, c'est que l'occidental est tellement acculturé aux choses de la nature, qu'il est tellement hanté par la peur de la mort, qu'il est plus capable de mettre les choses dans leur juste perspective. Et de ce point de vue-là, le mythe de Pittet était intéressant. Mais à partir du moment où on le fait passer pour de la réalité, où on le fait passer pour de l'histoire ou de la science, là on est dans un contresens majeur et c'est des dangers publics. Donc je vais vous faire une petite histoire, parce que j'aime bien tempêter tant qu'à être sur une scène. L'Université de Genève organise bientôt un colloque sur la désinformation pendant le Covid, où Samia Hurst, qui a toujours rien compris à ce qui s'est passé, Claude-François Robert, qui était prêt à faire enfoncer des cotons-tiges dans le nez des nourrissons âgés de quelques mois, viennent parler de la gravité de la désinformation et comment les gens sont dans la haine en trouvant qu'ils n'avaient rien compris à ce qui se passait. C'est extraordinaire, c'est l'avion qui vole sur le dos, je veux dire. Mais si jamais ils tirent le manche à balai pour prendre de l'altitude, ils vont être mal barrés, les mecs. Donc voilà. Et nous, on est actuellement dans cette position un peu inconfortable, mais que connaît tout psychiatre ou tout membre de famille, d'une personne dans une bouffée délirante. C'est que nous sommes face à des gens délirants qui nous disent que nous délirons de ne pas partager leur délire. Mais en même temps, je crois qu'on aura tous observé que ça nous aura fait un peu de musculation psychique et existentielle. Hein, on grandit quand même à travers ce genre de trucs. Et puis, effectivement, moi, face aux gens trop obtus, je leur dis, mais de toute manière, c'est le temps qui dira ce qu'il en est et qui de vous ou de moi avait raison. Moi, je souhaite que ça soit vous. Si on a fait tout ça en pure perte, effectivement, c'est quand même... Si on a fait tout ça de manière justifiée, tant mieux, ça se justifie. Donc je souhaite que vous ayez raison, mais en fonction de ce qu'on peut observer, c'est pas l'impression que ça donne. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est poignant, c'est saisissant, c'est choquant, c'est bousculant, c'est consternant. Puis en même temps, c'est riche, c'est la vie humaine, c'est comme un match de foot, c'est comme... on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le cerveau, il est ainsi fait, c'est que si vous regardez les animaux, face à une situation dangereuse, soit ils fuient, soit ils agressent. La fuite est souvent associée à la peur, et l'agression, c'est la colère. Et souvent, l'agression est sous-tendue aussi par la peur. Bon, ça donne des sentiments... Bon. Mais il y a chez l'être humain une troisième voie qui est la fuite dans l'imaginaire, dans les névroses, dans les phobies, dans les psychoses. Donc peut-être qu'on peut éviter les névroses, les psychoses et fuir dans notre imaginaire. Et à ce moment-là, reconquérir cet espace, l'imaginaire créatif. Tous les grands artistes ont été mal dans leur société. Je prendrai l'exemple de Van Gogh ou de Schumann. Voilà. Donc ils ont fui dans la créativité. Alors, fuir dans la créativité, c'est créer un espace très riche, et c'est la meilleure antidote vis-à-vis de ce délire, parce qu'il y a des délires déstructurants et des délires constructifs. Donc, je souhaite que tout le monde puisse mettre dans sa vie un délire constructif. Super, merci. Ouais. Ça fait 3 heures qu'on parle, Liliane, non? Oui, à peu près. Merci.